Merci à vous deux. On a un quart d'heure d'échange, puis il y aura aussi une petite pause. Alors, j'essaye de rattraper un tout petit peu les temps perdus, donc je rabiote un petit peu sur chaque étape. Mais donc là, la parole est à la salle. Lorsque vous poserez une question, s'il vous plaît, identifiez-vous bien. Elles sont enregistrées. En fait, notre conférence est enregistrée aujourd'hui, donc il faut qu'on prenne les réponses, mais aussi les questions. Donc, on va faire tourner un micro et les questions seront adressées aux deux intervenants de ce début de matinée. Donc là, on est parti sur un quart d'heure d'échange sur le premier sujet ou le deuxième, ou un mix des deux, s'il y a des questions communes à chaque intervenant. Est-ce que quelqu'un pourrait passer le micro? Ouais, merci. Oui, Philippe Florial de la coopérative Oxiane, donc sur la région Rhône-Alpes. Alors, je souligne que je viens d'une coopérative, donc de la distribution, pour aller un petit peu, mettre un bémol sur les conclusions, Lionel, que tu as tirées sur l'échantillon représentatif des agriculteurs. Quand on regarde d'une part les sources d'informations auxquelles ils ont accès et leurs préoccupations de leurs objectifs, on n'est pas tout à fait dans la moyenne. D'une part, il y a énormément d'études qui montrent que sur la grande moyenne des agriculteurs, la source d'information est très majoritairement des distributeurs, coopératives négoce. Ici, on n'est vraiment pas dans cette proportion-là. Ça veut dire qu'il y a vraiment une recherche d'indépendance beaucoup plus marquée sur cet échantillon. C'est un fait, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit. Et puis, les préoccupations, je veux dire, on aurait sur un échantillon d'agriculteurs moyen, entre guillemets, une proportion rendement, marge brute peut-être plus élevée que les autres préoccupations. Donc, alors, loin de les qualifier d'extraterrestres, ils sont probablement plus ancrés encore au sol, mais ils ont quand même des particularités un peu spécifiques. Merci. Bonjour, Pierre-Yves Tourlière, Team Acagro. Oui, encore lui. Je voulais juste, Frédéric, une question sur la localisation, parce qu'il y a quand même aussi un gradient de fertilité quand on est en ACS plus fort. Est-ce que la localisation, elle est uniquement de surface ou est-ce qu'elle est aussi en profondeur? Parce que justement, dans les systèmes américains, australiens, il y a pas mal de localisation profonde, un peu plus profonde de l'urée. Est-ce que là, c'est la localisation superficielle ou de profondeur? On est plus sur la localisation superficielle dans la ligne de semis, ou juste à côté de la ligne de semis, pour couvrir, entre guillemets, les besoins précoces. Au-delà des besoins, je pense, j'ai beaucoup d'observations sur les 35 ans de terrain que j'ai. Les plantes ont également une exigence de présence de fertilité au démarrage, et donc il faut l'assurer. Et à partir du moment où on détruit le couvertard, c'est-à-dire qu'on amplifie sa fonction, on se retrouve avec un niveau de fertilité qui est très, 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 très faible au niveau du sol. On n'a rien perdu. Et puis la première période de décomposition, non pas du couvert, mais du système racinaire du couvert, par l'activité biologique, va prélever des quantités d'azote et d'autres nutriments dans le milieu. Donc, il faut assurer l'installation de la culture. Ensuite, quand on est dans des niveaux de fertilité très réduits, ça règle un peu les choses. 20-30 unités proches de la ligne de semis, ça va bien. Je rajoute aussi dans ma ligne de semis des oligo-éléments. Donc pour qualifier un peu la fertilité, vous dire que c'est utile,
ce serait prétentieux. Je rajoute aussi un peu de soufre pour stimuler la minéralisation. Et en fait, le grand besoin que l'on a aujourd'hui pour vraiment sécuriser les installations en semi-direct sous couvert, c'est vraiment retrouver un niveau de fertilité disponible autour de la graine, autour de la plante lorsqu'elle s'installe d'une manière ou d'une autre. Déjà là, puis ensuite il y aura 2 autres questions sur la ligne. Merci Sophie. Bonjour, Monsieur Beaujean de la Chambre d'agriculture. J'ai une question sur le pâturage qui apporte des éléments fertilisants, mais est-ce qu'il n'y a pas de la volatilisation pendant tout l'hiver? Et du coup, ma question, elle vient sur... on n'a pas abordé sur la partie azote en biomasse aérienne et souterraine. D'où ma question, quel est votre avis sur l'exportation de ces couverts en méthanisation qui permettrait d'apporter des digestats et, à mon avis, de boucler mieux l'azote que de l'effluent d'élevage qui va rester tout l'hiver. Quel est votre avis là-dessus? Merci pour cette question. On pourrait passer 1 heure, mais je vais essayer de faire court. La première chose, le pâturage est super intéressant. Déjà, c'est une activité économique. Ça a permis sur nos exploitations de verticaliser des systèmes. C'est-à-dire qu'on a pu créer d'autres exploitations en lien à mon exploitation. Donc il y a une activité économique supplémentaire avec de l'humain en plus dans le système. La deuxième chose, c'est que l'animal en général, ou les animaux en général, qu'ils soient des ruminants ou autres, consomment très peu, en fait exportent très peu de la fertilité dans leur production. On peut, en grande ligne, se dire on est entre 80 et 90% de l'azote qui est restitué, quasiment plus pour la potasse et quasiment plus pour le phosphore. Alors, des animaux qui sont dehors comme les nôtres ont des besoins d'entretien qui sont supérieurs par rapport à leurs besoins de production. Donc, la restitution sont très très fortes. Alors après, l'astuce, c'est d'être en pâturage tournant dynamique pour que la restitution soit faite de manière homogène. Souvent, le pâturage tournant dynamique, on veut un accès correct à l'alimentation, mais derrière, ce sont aussi les épandeurs. Et donc, il faut que ce soit un pâturage homogène et un retour homogène qui se fait sur de la matière organique. Et donc, on est un peu sur une litière organique. Il y a encore les chauds, mais il y a le couvert. Donc là, on est sur une activité biologique qui est en manque chronique d'azote et l'azote est très vite reprise. Donc les risques de volatilisation sont pour moi très faibles. Et on le voit bien que sur les prairies, à partir du moment où elles sont bien pâturées, on gagne en matière organique. Et c'est là que les animaux sont utiles, puisqu'ils abaissent le C sur N du couvert en transformant en un aliment qui est beaucoup plus digestible par le sol, qui rejettera moins de carbone. D'ailleurs, ça pose une énorme question. Beaucoup de gens veulent supprimer l'élevage parce qu'il est émetteur de gaz à effet de serre, mais on peut se poser la question, un sol qui est vivant, qui est bien nourri, émettra aussi beaucoup de carbone et beaucoup de méthane, puisqu'il y a beaucoup d'activité biologique à l'intérieur. Et là, le lien animal-activité biologique du sol est très fort. Ensuite, la méthanisation, c'est des versions qui me semblent très intéressantes, parce que généralement, les effluents d'élevage sur les exploitations sont mal, voire très mal gérés. Alors, exploitation, moi je peux montrer des tas de fumier comme ça un petit peu partout autour de chez moi qui viennent simplement de l'étable, avec des retours azote un peu perdus. Et quand on considère le carbone, c'est complètement loufoque. Le compostage, par exemple, c'est faire monter un tas en température pour perdre la moitié du carbone et quasiment la totalité du carbone fermentescible, qui est le carbone libre qui va alimenter l'activité biologique du sol. Alors, dépenser de l'argent pour évacuer une source d'alimentation pour l'activité biologique et perdre aussi un peu d'azote, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Alors, si on n'est pas capable de gérer correctement à la sortie de l'étable, vaut mieux le passer dans un système de méthanisation,
Et là, ça va permettre de dissocier le carbone de l'azote, le phosphore de carbone, la potasse du carbone, les éléments, et de retirer, pas un gaz à effet de serre qui va s'évacuer d'un tas en bout de champ, mais de retirer de l'énergie au moins, du carbone fermentescible, et de récupérer l'ensemble des éléments minéraux pour les retourner quand on veut. Donc ça, c'est une bonne idée. Par contre, il faut que les systèmes de méthanisation soient intégrés dans une approche globale avec un retour organique fort et une production de matière organique fermentescible ou libre, forte, pour conserver une bonne alimentation du sol. Sinon, on se retrouvera ni plus ni moins dans une approche fertilisation minérale. C'est une réponse très rapide, mais j'ai essayé de tout brasser. Les animaux, c'est quand même aussi beaucoup les cultures qu'on met en place pour les nourrir. Donc nous, au niveau de la ferme, c'était principalement sur les zones à faible potentiel, où en fait on a réintégré de la luzerne, et cette luzerne, elle sert on la valorise en la faisant brouter par les moutons. Mais à l'origine, pour nous, la fertilité, elle va venir beaucoup plus de la plante que de l'animal, et c'est ensuite de ça, l'animal permet de la maintenir. Mais c'est le choix avant tout qui est fait en termes ici de nutrition, c'est par rapport à la plante qu'on met dessus qui va permettre de nourrir les moutons. Donc plus les effets qu'on va avoir liés à la luzerne par derrière, l'effet racinaire et autres aussi liés à la structure. Je peux compléter ? Ouais. C'est simplement un tout petit complément. Faut intégrer, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'intérêt des animaux dans les exploitations, et là-dessus, j'ai aucun problème. Par contre, il faut être clair, les animaux n'apportent pas de fertilité. Ils ne créent pas de fertilité. Les animaux la concentrent, la déplacent. C'est tout. Et après, les humains déplacent la fertilité des animaux. Mais les animaux ne créent pas de fertilité. Donc, il y avait deux questions dans la ligne. Valérie Antoine, DRAF Grand Est. J'avais juste une précision à demander au premier intervenant. Quand on parle de 80 ou 100 unités à apporter, on ne fait pas de différence en agriculture biologique entre l'azote minéral ou l'azote organique. C'est l'azote contenu global, total, contenu dans l'engrais organique. C'est une question, hein, parce qu'en agriculture conventionnelle, on parle quand même de 80 unités d'azote minéral. Oui, là on parle d'engrais, d'azote organique, hein, et toute façon, en règle générale, mis à part dans les fientes de volaille, la part d'azote minéral à l'intérieur est extrêmement faible et de l'ordre de quelques pourcents. Quand on fait une analyse de l'azote au laboratoire de ces matières fertilisantes, il y a, je sais pas, il y a à peine 5% d'azote qui est présente sous forme minérale, tout le reste est de l'azote organique. Et la deuxième, c'était aussi une remarque, c'est, certes, vous avez interrogé 17 exploitants. En revanche, il n'y a pas de différence, éventuellement, entre les exploitations qui sont en zone vulnérable, où il y a quand même une obligation légale de raisonnement de la dose d'azote, par rapport à des exploitants qui étaient en dehors de zones vulnérables et qui pouvaient utiliser des outils à leur disposition sans contrainte, ou de méthode de raisonnement, en tout cas sans contrainte. Moi, le Gers, il est à 80% en zone vulnérable. Et vous voyez le raisonnement qu'ils ont. Alors, pour conclure, moi, j'avais une dernière question. Je pense que j'avais mal compris le terme d'autofertilité. Et parce qu'en réalité, de la fertilité, tu en fais rentrer aussi avec le compost, etc. Et moi, quand j'entends parler d'autofertilité dans la bouche des agriculteurs, c'était pas... Disons que tout est une question d'échelle de temps. En tout cas, tu confirmes que dans ton esprit ou dans ton vocabulaire, l'autofertilité, c'est à un moment donné, c'est une offre du sol qui arrive à ne pas être limitante par rapport à la demande de la plante, mais ce n'est pas à l'échelle du système pendant des années où on ne rentre plus de fertilisants. Non, là-dessus, je suis assez clair.
Comme je l'ai expliqué au départ, je sais d'où je viens. J'ai la chance aussi que Franck, mon ex-technicien de la chambre, s'est installé sur la ferme d'à côté. Il a 5-6 ans derrière moi, 5-6 ans de pratique, et moi j'en ai 20 de plus que lui. Et on voit bien la différence, puisque c'est la même approche, le même matériel, les mêmes semences qu'on utilise. Et en fait, non, et on est en train de remonter gentiment la fertilité de ces sols. Et moi, sur certaines parcelles, celles que je vous ai présentées, je ne suis pas encore arrivé à un plateau. Je commence à être dans une zone de confort. Mais d'autres parcelles qu'on a repris plus récemment, on est encore en train de monter la pente. On peut rajouter aussi dans cette notion d'auto-fertilité qui doit être quand même complétée, parce qu'on a des exportations. Donc il faut que les exportations dans les grains, en fait la seule fertilité qui doit sortir de la ferme, c'est celle dans les grains. Alors qu'il y a une grande partie des exploitations françaises, et entre autres les exploitations d'élevage, où il y a plus de pertes par lessivage et érosion qu'il y en a dans la sortie des produits agricoles qui sortent de la ferme. Donc il faut déjà stopper ça et le capitaliser pour avoir un retour. Il faut arriver à monter le reste. Il faut des éléments minéraux pour monter le reste, et il faut en tenir compte. Et puis après, c'est trouver le moyen de s'adapter par rapport à ça. Et dans l'autofertilité, je rentre aussi la structure du sol pour avoir des enracinements plus profonds. Je rentre aussi une meilleure gestion de l'eau qui va permettre d'améliorer l'utilisation des peu de pluie qu'on peut avoir. On a mesuré des capacités d'infiltration qui sont très largement supérieures. On parle de 30, 40, 50, voire plus de millimètres-heure de capacité d'infiltration entre les systèmes. Quand on a peu de pluie, ça change tout. Et si l'eau rentre dans le sol, eh bien, ça vous crée de la minéralisation qui fait que vous avez un surcroît de fertilité. Mais parce que l'activité biologique va pouvoir fonctionner et vous sortir de la fertilité tout en consommant la matière organique. Mais il faudra bien continuer à remplir le système. En clair, dans mon système, si je fais un calcul très vite, si j'ai des sols qui sont capables de cracher 150 à 200 kg d'azote dans l'année, c'est très confortable. En 2022 et 2023, vu le prix des engrais, j'ai passé une année relativement sympathique. Je n'étais pas stressé. Mais par contre, si je récupère 200 unités d'azote pour une culture ou dans l'année, il va falloir que si je rentre ce que je vais exporter, il va falloir aussi que je trouve le moyen de laisser suffisamment de matière organique et de produire suffisamment de matière organique pour laisser 2 tonnes de carbone dans le système. Parce que sinon, je suis en train d'appauvrir. Alors, je peux me le permettre sur 1 an, sur 2 ans, mais je ne peux pas me le permettre sur 10 ans. Merci Frédéric et Loïc. Je vous propose 15 minutes de pause. Je me chargerai de vous...